Paris, ville de lumière, éblouissante de beauté, est aussi une ville dont les sous-sols regorgent d'histoires mystérieuses. Des mystères que nous allons dévoiler au fur et à mesure d'une visite labyrinthique qui vont nous conduire des catacombes au secret des sources, puis dans l'antre des bunkers et des carrières. Débutons notre parcours dans le 14e arrondissement et partons à la découverte du plus célèbre des ossuaires. Située place d'Enfer Rochereau, celles que l'on appelle les catacombes renferment aussi bien des pages de notre histoire que des superstitions. Alors, avant d'arriver dans l'ossuaire à proprement parler, les visiteurs parcourent un certain nombre de galeries telles que celle-ci, où l'on voit une inscription « Avenue de Montsouris ». Toutes ces galeries que vont parcourir les visiteurs avant et après l'ossuaire sont des galeries de servitude qui ont été créées par l'Inspection générale des carrières à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir de 1777. Et pour que les ouvriers puissent se repérer, le nom de la rue qui était au-dessus a été gravé en dessous. Et cette avenue de Montsouris existe toujours au-dessus, mais s'appelle maintenant avenue René Coty. Donc les visiteurs parcourent déjà à peu près 600 mètres de galeries de servitude qui circulent à l'aplomb des rues de surface. Ce trait noir avait été tracé pour guider les visiteurs de l'entrée en surface jusqu'à l'entrée des catacombes. Ceci afin que les visiteurs ne s'égarent pas, puisqu'il faut savoir que nous sommes dans un parcours ouvert à la visite qui fait à peu près, on va dire, 1,5 km, 1,6 km. Mais tout autour, il y a 150 km de galeries, donc il fallait éviter effectivement que les visiteurs ne s'égarent. En suivant ce fil d'Ariane, nous arrivons donc dans ce vestibule. Ce vestibule, c'est l'entrée de l'ossuaire à proprement parler. Cet ossuaire, ça a été un ossuaire général pour la ville de Paris, qui a été créé à partir de 1786. Et de 1786 à 1814, on a vidé tous les cimetières parisiens qu'il pouvait y avoir à proximité des églises. Le premier cimetière qui a été transféré, dont les ossements ont été transférés ici, c'est le cimetière des Saints Innocents qui se trouvait au niveau des Halles. Mais il y a un certain nombre de dépôts d'ossements du cimetière des Innocents qui ont été réalisés dans les catacombes, puisqu'il faut savoir que ce cimetière des Saints Innocents a servi de cimetière depuis l'origine de Paris jusqu'au XVIIIe siècle. Donc on peut considérer qu'il y a eu 2 millénaires d'inhumation dans ce cimetière des Saints Innocents, et on pense qu'il y a dû y avoir à peu près 2 millions d'individus inhumés dans ce cimetière. Et ces transferts ont pris à peu près une quinzaine de mois, sachant qu'ils se faisaient la nuit. La nuit, les ossements étaient déposés sur des charrettes recouverts d'un drap noir. La procession était suivie par des prêtres qui chantaient l'office des morts. Et ces ossements étaient apportés au niveau d'un puits qui était rue de avenue de Montsouris. Et il faut imaginer qu'au milieu de ce puits pendait une chaîne, parce que comme les ossements étaient vidés tombereau par tombereau, il pouvait arriver que ces ossements s'entremêlent et restent bloqués. Et donc l'ouvrier qui était en bas secouait la chaîne pour arriver à décoincer les ossements. Bien évidemment, il ne devait pas être sous le puits au moment où les ossements se décoinçaient. Donc c'est par ce puits que les ossements des 6 millions d'individus sont arrivés dans les catacombes de Paris. Et 6 millions d'individus, ce n'est pas rien, c'est 3 fois la population de Paris actuellement. Ces ossements vont être rangés, rassemblés par origine, rangés. On verra des décors qui vont être aménagés. C'est-à-dire, on a fait des hagues avec des ossements longs, donc les fémurs, les tibias, les péronés. On a fait des frises de crâne pour décorer, donc sur 3 étages. Et on a jeté par derrière tous les autres ossements du squelette, que ce soit les omoplates, les petits os, les os cassés. Nous voyons un cœur fait avec des crânes, ce qui pourrait paraître morbide. En fait, c'est purement romantico-macabre. Il ne faut pas oublier que c'est notre civilisation hygiéniste qui a un tabou maintenant vis-à-vis de la mort, alors qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, les morts et les vivants se côtoyaient, j'allais dire, sans aucun problème. Ce beau tonneau est en fait
un simple amoncellement d'ossements autour d'un pilier qui est au milieu du tonneau. Donc c'est un décor particulier. Mais nous sommes dans ce qui s'appelle la rotonde des tibias. Et c'est ici que le 2 avril 1897 a été organisé un concert clandestin pour lequel une invitation très officielle avait été lancée, puisque dans ce concert allait être joué, par exemple, la marche funèbre, la danse macabre, allait être récité des poésies macabres, enfin romantico-macabres. Donc il faut imaginer que dans cette place, il y avait des centaines de personnes, le décor était un peu différent, mais il y avait des centaines de personnes qui s'étaient installées pour assister à ce concert clandestin en avril 1897. Cette coupelle est l'un des plus anciens monuments qui a été édifié dans ce qui allait devenir l'ossuaire. Sur cette coupelle, on entretenait un feu en permanence et ce feu permettait à l'air de circuler et ça permettait d'assainir l'air des catacombes parce que cet air était qualifié de méphitique, de délétère et donc il fallait assurer une aération forcée. Donc c'est le premier monument qui se conçoit qu'il a fallu créer dans les catacombes, sachant qu'auparavant, pour assainir l'air et faire circuler cet air, au niveau de la maçonnerie de puits qui remontait en surface, on avait enchâssé des goulots de bouteilles avec le côté bouchon, côté extérieur du puits, et en fonction de l'air qu'on voulait faire rentrer dans les catacombes, on débouchait les bouchons de ces goulots pour forcer l'air à rentrer dans l'ossuaire. Ce monument en forme d'autel est plus qu'un monument. Il faut savoir que la plupart des monuments que l'on voit dans l'ossuaire sont des consolidations qui ont été faites pour renforcer le ciel des carrières. Il y avait une forme d'autel, on l'a sculpté ici, et on a utilisé toute cette partie pour organiser des messes dans les catacombes. Et ces messes dans les catacombes étaient organisées le jour des morts, c'est-à-dire le lendemain de la Toussaint. Et ces messes ont duré jusque dans les années 1975-1976. D'où, de part et d'autre, des sièges, qui sont effectivement des sièges, sur lesquels les enfants de chœur s'asseyaient pendant l'office. Dans toute la partie ossuaire, nous allons voir deux types d'inscriptions gravées, des inscriptions telles que celle-ci, qui indiquent la provenance des ossements. Donc ici, ce sont des ossements qui proviennent de l'église Saint-Nicolas-des-Champs, et nous voyons qu'ils sont arrivés en septembre 1859. Et le deuxième type de plaques gravées, ce seront des plaques sur lesquelles sont gravées des sentences issues de la littérature profane, religieuse, qui rappellent la vacuité du passage de l'homme sur la terre. Dans les parties qui ne sont pas ouvertes au public, les ossements sont effectivement en vrac, puisqu'on n'a pas fait ce décor, puisque le public n'était pas invité à venir dans ces galeries. Donc on voit tous les ossements en vrac, on n'a pas cette hague d'os longs qui retient les os qu'il y a derrière, on n'a pas fait le décor. Ici se trouve la plus grande profondeur d'ossements, on avait jusqu'à 30 mètres de galeries remplies d'ossements. Donc on voit encore un peu sur les côtés du pilier que ce n'est pas uniquement un petit parement avec 1 mètre d'ossement derrière, que par endroit, il peut y avoir plusieurs dizaines de mètres d'ossements. Voici un autre monument qui est aussi, comme pour l'autel, une consolidation à laquelle on a donné une forme particulière. Cette consolidation, comme on lui a donné une forme de sarcophage, et que sur cette consolidation, on a gravé cette strophe du poète Gilbert, ce monument est maintenant qualifié de tombeau de Gilbert, mais c'est un tombeau vide, en tout cas qui est plein de calcaire, puisque c'est une consolidation. Gilbert, c'est un poète que plus personne ne connaît, bien évidemment. C'est un poète qui est mort en 1780 et qui est mort à 29 ans. On ne sait pas trop si c'est d'une chute de cheval ou d'une rixe, mais toujours est-il qu'il est tombé en désuétude très très rapidement, comme la plupart des poètes dont on va voir des strophes gravées dans l'ossuaire. Plus personne ne sait de nos jours qui sont ces poètes. Il faut faire des recherches historiques pour retrouver ceux qu'ils ont pu écrire. Et voici par exemple une
une des sentences qui est issue de la littérature. Ainsi tout passe sur la terre, esprit, beauté, grâce, talent, telle est une fleur éphémère que renverse le moindre vent. Nous poursuivons notre voyage souterrain dans le 7e arrondissement de Paris, à hauteur du célèbre pont de l'Alma. Prochain arrêt, les égouts de Paris. Notre réseau à Paris, donc 2400 km d'égouts, entièrement visitable en service. La particularité, le réseau est gravitaire et unitaire. Unitaire, ça veut dire qu'on collecte les eaux de pluie en même temps que les eaux usées en provenance des habitations. Le réseau est suffisamment vaste pour accueillir toutes sortes de canalisations. La galerie fait office de galerie technique. Nous accueillons donc l'eau potable par ces canalisations. Nous acheminons environ 700 000 m3 d'eau potable sur Paris pour alimenter la capitale. L'eau potable, elle est constituée à 50-60% eau de source. Le restant, c'est l'eau de la Seine et de la Marne qui a été potabilisée et ajoutée à ces eaux de source. Nous avons un réseau d'eau non potable qui sert à alimenter les bouches de lavage pour les balayeurs. L'eau qui coule dans les caniveaux est en provenance donc de ce réseau d'eau non potable. Et nous avons un système de nettoyage automatique des égouts qui fonctionne aussi avec cette eau. Ici, vous avez un ancien réseau pneumatique en fait, qui servait entre l'Assemblée, le journal officiel et le Sénat. En fait, les hommes politiques, en fait, après avoir délibéré, faisaient circuler des messages dans des petites fusées. En fait, les textes de loi allaient se faire imprimer au journal officiel par ce réseau. Ça s'est arrêté en 2003. Maintenant, il fonctionne avec des messageries sécurisées. Nous avons dernièrement la fibre optique en fait, qui s'est installée. On voit le petit câble ici en voûte. Il y en a énormément dans notre réseau. Donc par cette fibre optique transitent toutes sortes d'informations informatiques, les chaînes câblées, Internet à haut débit, tout ça passe par ces petits câbles. Alors nous sommes ici devant un égout élémentaire. En fait, le premier de la hiérarchie de nos ouvrages. On a 3 types d'ouvrages. Donc l'égout élémentaire, il est situé au point le plus haut, directement sous la chaussée. Cet égout, en fait, en pente, se déverse dans un collecteur secondaire qui est le deuxième ouvrage dans la hiérarchie, qui lui-même va se déverser dans un collecteur principal situé au point le plus bas. L'histoire de l'eau à Paris s'est écoulée au fil des siècles. Nous l'avons vu, de nombreux chantiers ont été mis en œuvre dès le Moyen-Âge pour faire entrer l'eau dans les maisons. Les égouts de la capitale ont connu une histoire parallèle. Savoir que les Romains nous avaient appris beaucoup de choses. Malheureusement, les rois de France n'ont pas su entretenir ce savoir. Et, tout ça s'est perdu un petit peu au fil des siècles, ce qui fait qu'arrivé au début du 19e, la situation était catastrophique à Paris. L'empereur Napoléon III en fait, a réagi, a chargé le préfet Haussmann d'assainir la ville et lui-même a fait appel à l'ingénieur Eugène Belgrand qui s'était déjà distingué lorsqu'il était préfet de Lyon. Eugène Belgrand avait créé un réseau d'irrigation très sophistiqué pour l'époque sur la ville d'Avallon. Et tout naturellement, Haussmann a fait appel à cet homme de génie pour améliorer les conditions d'assainissement de la ville de Paris. Alors avant Belgrand, au début du 19e, il y avait en tout et pour tout 26 km d'égouts à Paris. Lui, il a été appelé à la rescousse. En fait, il y avait de gros soucis d'assainissement. Il faut savoir qu'on buvait l'eau de la Seine. L'eau de la Seine était complètement polluée parce qu'après consommation de cette eau, on rejetait tout dans les rues et par ruissellement, en fait, les eaux polluées rejoignaient le fleuve. Donc on buvait un peu nos excréments. Donc tous les 10-20 ans, on avait une épidémie de peste, de choléra. C'était épouvantable. À chaque fois, c'était 10-20 000 morts. Donc Eugène Belgrand est appelé au milieu du 19e. En 1854, il a été nommé au service de l'eau de Paris. Dans un premier temps, il va s'attacher au problème de l'approvisionnement en eau des Parisiens. Il va acheminer de l'eau potable en grande quantité pour alimenter la capitale, pour éviter ces pollutions du fleuve et éviter ces catastrophes sanitaires. Après, il va donc s'intéresser au problème de l'assainissement. Il va concevoir un réseau très ambitieux pour l'époque. Alors pour se repérer en égout, nous avons les mêmes plaques qu'en surface en fait. Nous dirigeons de cette manière.
nous retrouvons donc les mêmes plaques qu'en surface. Il y a aussi les numéros des immeubles qui correspondent au branchement. On va voir ça un petit peu plus loin. Alors dans un égout élémentaire, c'est des tailles standards. Hein. Le point le plus haut, c'est 2,30 m de hauteur et 1,30 m au point le plus large. On retrouve toujours les deux canalisations, eau potable pour les riverains, eau non potable pour nos systèmes de lavage automatique et pour la petite vanne balayeur en surface. On va pénétrer dans l'ouvrage. Voilà, là nous sommes devant l'égout élémentaire de la rue Cognac-Jette. Vous voyez que dans la pratique, hein, l'égout est beaucoup plus sale. On retrouve aussi toutes les canalisations, les câbles qui encombrent habituellement nos ouvrages. On voit ici, il y a beaucoup de fibres optiques, hein, beaucoup de câbles qui passent à cet endroit. Après notre visite du musée des égouts de Paris, nous avons eu la chance de pouvoir suivre une équipe d'égoutiers partie inspecter un réseau sous la rue de l'Amiral Mouchet. Régulièrement, des équipes d'égoutiers partent en mission d'inspection. Le réseau parisien est aujourd'hui équipé des meilleures technologies afin d'assurer le bon fonctionnement de la collecte d'eau usée. Là, nous sommes sous une bouche d'égout, en fait, la traditionnelle petite fente dans le caniveau. C'est par là que s'engouffrent les eaux de pluie et tous les détritus, en fait, qui se trouvent sur la chaussée, en fait, atterrissent dans les égouts de cette manière. C'est pour cette raison qu'il faut constamment entretenir ces bouches d'égout. Il faut éviter qu'elles se bouchent pour éviter des problèmes en surface, hein, notamment des grandes mares d'eau sur les chaussées qui vont provoquer des carambolages, de l'aquaplaning et aussi des inondations pour les commerces de plein pied. Alors des bouches d'égout, il y en a 18 000 à Paris. Elles sont situées aux angles, au carrefour, en fait, aux angles de rue. La principale tâche des égoutiers, en fait, c'est de nettoyer constamment les ouvrages. Il faut savoir qu'un réseau d'égout, si on ne l'entretient pas, il va très vite s'ensabler. En fait, c'est le sable en provenance des rues, des parcs, en fait, qui tombe dans nos ouvrages. Et pour nettoyer les égouts, en fait, Belgrand n'avait pas beaucoup de solutions. On ne pouvait pas utiliser d'électricité, pas de moteur thermique. On se serait asphyxié dans les réseaux. Donc, il a eu l'idée d'utiliser l'eau usée, matière qu'on avait en grande quantité dans les égouts. Il a créé des outils sous forme de barrages mobiles, en fait. On dépliait cette partie le matin, appelée ailette, et on faisait ce qu'on appelle monter le plan d'eau. En fait, on recueillait toutes les eaux en provenance des habitations. Quand nous avions suffisamment d'eau usée à l'arrière, une réserve d'énergie donc suffisante, on faisait jaillir cette eau par le clapet. Par la réduction de diamètre, l'eau jaillissait sous pression et chassait tout ce qui nous encombrait, le sable, les cailloux, tout ce qui est en provenance de la rue, en fait, tous les encombrants. Alors on le déplace vers des bassins de dessablement. Le bassin de dessablement, c'est un bac décanteur, en fait, une fosse plus large, plus profonde que l'égout. Et le sable va venir se piéger dans cette fosse. Une fois ce bassin est complètement rempli, on va envoyer des hommes avec des camions aspiratrices pour pomper ce sable. Lors de leur tournée d'inspection du réseau, les agents d'assainissement ou égoutiers sont non seulement chargés de détecter la moindre anomalie du réseau, mais aussi d'assurer l'entretien, la surveillance, le curage et le nettoyage du dit réseau. Comme vient de vous l'expliquer notre expert, le métier d'égoutier est un métier non seulement éprouvant, mais risqué. Les agents parcourent donc des kilomètres sous terre, à l'affût de la moindre obstruction ou de la moindre altération des galeries. Le BP, il est bon. Donc notre travail, il consiste à donner toutes les informations au chef. Et il nous demande son état, on lui dit c'est bon, il n'y a pas de dégradation apparente, il n'y a pas de fuite d'eau, donc on lui dit RS, et on va continuer comme ça. On est face au numéro 72 qui correspond à la surface. C'est ce qu'on appelle un branchement particulier.
c'est le rejet à l'égout. Vous avez l'alimentation d'eau potable qui alimente le bâtiment qui est au droit de l'égout, en surface. Et un peu plus bas, vous avez son rejet. Voilà. Ici, donc, nous présentons l'accès à l'égout. Alors, nous avons 30 000 regards d'accès, en fait, pour accéder dans nos ouvrages. Pour des raisons de sécurité, il y en a un tous les 50 mètres, ce qui nous permet d'évacuer très rapidement en cas de danger. Des dangers, il y en a plusieurs, notamment la présence de gaz toxiques. Nous sommes protégés par ce petit appareil, qui est un détecteur de gaz. Ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est détecter l'hydrogène sulfuré, communément appelé H2S. Alors, c'est un gaz qui se fabrique dans les matières en décomposition, très dangereux pour l'homme, quasiment inodore. Il aurait soi-disant une odeur d'œuf pourri, très difficile à détecter dans la puanteur ambiante, en fait. Donc, en cas de présence d'H2S en trop forte concentration, l'appareil va sonner, vibrer aussi, ce qui nous prévient, et nous évacuons très rapidement l'ouvrage. En cas d'orage très violent, on peut être emporté par les eaux dans les grands ouvrages. Donc les égoutiers de Paris ne descendent jamais sans laisser un agent en surface. Généralement, c'est un ancien, il connaît très bien le réseau. Il faut savoir que les talkie-walkie en sous-sol, ça ne fonctionne pas, les téléphones portables non plus. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous contacter quand on travaille. Le seul moyen, en fait, c'est à l'aide du marteau de trappe. On frappe de cette manière sur la fonte, ça résonne en égout. Alors on communique aussi comme ça, on a un système de code en fait. Si on tape 2 fois, c'est l'homme de dessus qui veut être remplacé, il a un besoin pressant ou il a besoin d'être remplacé en fait. Si on tape 3 fois, c'est quelqu'un du service en fait qui a besoin de voir le chef d'équipe. Et si on tape de façon ininterrompue, ça veut dire qu'il y a un danger. Et là, toute l'équipe remonte très rapidement pour évacuer l'ouvrage. Après une descente dans l'enfer de l'odorat, notre voyage dans les sous-sols parisiens continue par le 19e arrondissement, non loin de la place des Fêtes, dans un monument connu sous le nom de Regard de la Lanterne. Vous vous trouvez dans le Regard de la Lanterne. C'est un petit monument assez curieux et très peu connu du public qui se trouve au milieu des tours de la place des Fêtes, à Paris, dans le 19e. C'est un bâtiment qui a été construit à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle et qui est classé monument historique depuis 1899. Mais il reste généralement totalement fermé au public, à l'exception des journées du patrimoine, où, bon an, mal an, au cours des 2 journées, nous arrivons à recevoir environ 1500 personnes dans ce regard. L'aqueduc de Belleville, c'était un des réseaux de captage, qui était au nombre de 4 ou 5, qui jalonnait ces collines. Ces collines de Belleville, c'est l'extrémité nord-ouest du grand plateau de Romainville, qui termine en arc de cercle, qui surplombe les 19e et 20e arrondissements de Paris, et aussi côté Romainville, près Saint-Gervais. Et toutes ces zones ont été l'objet de captage d'eau depuis le Moyen-Âge. La particularité géologique de ces collines, c'est de contenir dans leur sous-sol 2 couches imperméables. Dans la partie supérieure, une couche qu'on appelle les marnes à huîtres, et un peu plus profondément, des glaises vertes. Et à l'époque où les captages étaient en pleine activité, il faut imaginer ces collines pratiquement vierges de toute construction, l'eau de pluie s'infiltrait dans le sous-sol et formait des nappes sur des nappes aquifères, sur ces couches imperméables, et ces nappes, leur trop-plein ressortait en petits ruisseaux sur le flanc des collines. L'avantage de ces collines, c'était de se trouver à faible distance de Paris et suffisamment en altitude, puisque le sommet n'est pas très loin du Regard de la Lanterne, à la rue du Télégraphe à 128,50 mètres. L'eau pouvait couler par gravité, sans le besoin de pompes, dont on ne maîtrisait pas la technique à cette époque. Elle pouvait alimenter les fontaines qui ont commencé à fleurir sur la rive droite de Paris à partir de la fin du XIIe siècle. Alors, le Regard de la Lanterne, c'est un bâtiment qui abritait en fait un puits, que vous voyez ici, un puits qui est à peu près 1,50 m de profondeur et qui reçoit les eaux de la nappe qui se trouve juste au sud des marnes à huîtres.
Dans la couche de sable de Fontainebleau, on l'appelle l'eau des sables. Et en plus de cet apport, elle recevait les captages de 3 pierrets, vous voyez les pierrets qui arrivaient ici, qui remontaient à peu près à quelques dizaines de mètres de part et d'autre du regard. Alors l'eau ressortait en surverse pour pénétrer dans la grande galerie de l'aqueduc, et elle s'écoulait dans la petite rigole au centre de la galerie que l'on appelle la cunette. Et les 2 parties plates, les 2 trottoirs de part et d'autre s'appellent normalement des banquettes. Et c'était là que circulaient les gens qui faisaient l'inspection du réseau. L'aqueduc de Belleville lui-même existait déjà au XIIIe siècle. On a retrouvé ça dans les archives. Par contre, le regard ici est un bâtiment qui a été construit à la fin du XVIe siècle. Et comme vous le voyez sur cette plaque, qui a été posée le jour de l'inauguration en 1613, il est indiqué que les travaux ont commencé en 1583 et se sont terminés en 1613. Difficile d'imaginer quel a dû être le labeur de ces hommes qui, des décennies durant, se sont relayés sous terre pour apporter l'eau à des populations alors dépourvues de tout confort. Tous ces captages ont été regroupés plus tard sous le vocable « sources du Nord », donc du nord de Paris, par opposition aux sources du Midi, les sources du Sud, que constituait l'aqueduc d'Arcueil, qui apportait les eaux de Rungis sur la rive gauche, mais seulement à partir du début du XVIIe siècle. L'importance des sources du Nord, c'est qu'elles ont été la seule alimentation en eau des fontaines de Paris depuis la fin du XIIe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle, justement à l'époque où l'on a eu le complément de l'aqueduc d'Arcueil et ensuite des premières pompes qui ont été installées directement sur la Seine. C'est donc un maillon extrêmement important dans l'histoire de l'alimentation en eau de la ville de Paris. L'eau fut un enjeu fondamental dans l'histoire de France. On peut noter par exemple qu'en 1806, Napoléon décrète que l'eau doit désormais couler sans discontinuer dans la capitale. C'est-à-dire lorsqu'on passe une rivière ou une vallée, les arches comme à Arcueil, on appelle ça l'aqueduc d'Arcueil, mais la partie souterraine, ça ne fait plus partie de l'aqueduc. En fait, si, tout l'ensemble constitue l'aqueduc. Pour le regard de tête du réseau municipal, on a fait un effort particulier et vous pouvez admirer ce bâtiment qui était, il faut bien le voir, complètement perdu dans la campagne, soigneusement fermé à clé, et que personne ne visitait jamais, à l'exception des fontainiers et du prévôt des marchands, une fois par an, avec les chevins qui étaient en charge des fontaines, qui venaient faire une visite pour voir si tout allait bien dans les réseaux d'alimentation en eau des fontaines de Paris. La coupole qui recouvre ce regard est surmontée d'un petit élément architectural que l'on appelle généralement un lanternon ou une lanterne, d'où le nom du regard, le regard de la lanterne. Alors cette lanterne, elle était destinée d'abord à laisser entrer la lumière et ensuite à aérer l'eau. Dans des regards, généralement, il y avait toujours une aération suffisante pour bien aérer l'eau qui transitait par ces bâtiments. Alors tous les regards avaient chacun un nom, des noms qui provenaient soit de leurs caractéristiques architecturales, comme c'est le cas ici, ou souvent, des fois, le nom du propriétaire du terrain sur lequel il se trouvait. L'aqueduc du Pré-Saint-Gervais et celui de Belleville, réunis tous les deux, ça donnait en moyenne 400 mètres cubes d'eau et par jour. Donc c'était très très faible. Si l'on compare à la population de l'époque à Paris, ça faisait une moyenne d'environ 2 litres par jour et par habitant. Donc les gens continuaient largement à s'alimenter comme auparavant aux eaux de la Seine et aux eaux des puits domestiques. Mais pour alimenter les fontaines, il fallait une eau qui coule en gravité, qui soit un peu plus élevée que le niveau des fontaines elles-mêmes. Et c'est pourquoi ces eaux ont été les seules à pouvoir alimenter les fontaines pendant près de 5 siècles. De plus, leur qualité n'était pas extraordinaire, car comme on l'a dit, c'était des eaux d'infiltration, et en particulier les eaux captées au niveau de la couche la plus profonde baignaient dans une couche de calcaire qu'on appelle les calcaires de Brie, et cette eau était assez impropre à la consommation, à la cuisson des légumes, à la lessive. Elle ne prenait pas le savon, comme on disait, elle était très chargée en sel de calcium et de magnésium. C'est ce qu'on appelle une eau très dure. Alors,
Alors nous nous trouvons maintenant en présence du regard de Saint-Martin. Alors, les religieux de Saint-Martin-des-Champs, tout comme les religieux de Saint-Lazare qui avaient capté des eaux sur les collines du côté du Pré-Saint-Gervais à la fin du XIIe, ces religieux de Saint-Martin-des-Champs, vraisemblablement à la même époque, ont établi un réseau particulier pour leur abbaye. Alors, comme vous le voyez, les eaux de sa vie arrivait dans le regard par l'intermédiaire d'une petite galerie, moins grande que la galerie de l'aqueduc de Belleville, mais qui faisait à l'origine environ 135 mètres. Il n'en reste actuellement qu'une quinzaine de mètres accessibles, puisque les fondations de l'immeuble qui se trouve derrière ont interrompu la conduite. Donc les eaux tombent par cette petite goulotte revêtue de plomb, d'ailleurs, dans ce petit bassin de décantation. Elles tombent par surverse, et à partir de la rue des Cascades, elles partent dans une conduite qui allait jusqu'au temple, c'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici, au temple et à Saint-Martin-des-Champs. Maintenant, nous sommes descendus dans le regard qui s'appelle le regard des Cascades. Alors, comme vous avez vu, nous sommes descendus par un tampon style tampon d'égout qui est disposé à même le trottoir. Alors, c'est pour cela que l'on a construit ces marches. Ça permettait de casser le flot d'eau qui était assez important et en même temps d'aérer l'eau. L'eau coulait donc sur ces marches comme sur des cascades, et c'est ce qui a donné le nom au regard, le regard des Cascades, qui par la suite a donné son nom à la rue elle-même, puisque la rue des Cascades s'appelle ainsi à cause de la présence du regard des Cascades, et non pas parce qu'il y avait des petites cascades dans la rue, comme on a souvent tendance à le dire. Et d'ailleurs, cette rue sur les plans anciens s'appelait la Sente des Nonnets. La construction de galeries souterraines, de puits de captage et de canaux se succéderont au fil des siècles et témoignent aujourd'hui du défi qu'il aura fallu relever pour faire entrer l'eau dans nos maisons. Nous avons cette fois rendez-vous gare de l'Est, dans le 10e arrondissement de Paris. Les entrailles de la gare cachent un témoin de notre histoire, le bunker de la gare de l'Est. Au printemps 1915, les Allemands sont les premiers à se lancer dans l'utilisation de gaz comme arme de guerre. Les conséquences seront désastreuses et vont tellement marquer les esprits des soldats et du gouvernement français que des mesures seront prises pour anticiper une nouvelle attaque de ce genre. Le bunker de la gare de l'Est est donc construit en 1936 afin de protéger le personnel de gare et l'armée d'une attaque au gaz. Ce graphique de gestion des trains montre que même pendant la guerre, le bunker et la gare ont poursuivi leurs activités. Le bunker fut occupé pendant la Seconde Guerre mondiale par l'armée allemande. Après-guerre, il revint à la France et les inscriptions en allemand gravées dans les murs furent soigneusement dissimulées. Ces restes d'inscriptions sont les seuls témoins de l'occupation allemande entre 1939 et 1945. Aucun document ni témoignage ne laisse à penser que la gare de l'Est ait joué un rôle prépondérant pendant cette triste période. On a néanmoins découvert des papiers et photographies mettant en scène la gare sous l'occupation. On voit par exemple sur cette photographie le ministre allemand de la Communication parler devant ses troupes, à l'endroit même où les passagers se pressent aujourd'hui dans l'attente d'un TGV ou d'un train de banlieue. Cet autre document a été retrouvé un matin de commémoration. Il est daté du 8 février 1943. Voici ce qu'on peut y lire. Monsieur, vous êtes tenu de vous présenter au train qui quittera la gare de l'Est à destination de l'Allemagne
le 16 février 1943 à 15 h. Vous devez vous munir au préalable du certificat d'embauche qui est tenu à votre disposition au bureau d'embauche de votre employeur. Si vous ne vous présentez pas au départ du train ou si vous abandonnez le train en cours de route, des sanctions seront prises contre vous. Ce document a été écrit sous l'autorité du commandant Van Gross à Paris, à l'attention de M. Verstappen Alphonse. C'est important l'histoire qui a pu se passer et comment les gens ont pu la vivre. C'est ce que moi j'essaie de faire de par mon métier de communicant, c'est de trouver les différentes infos qui me permettent d'avoir un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai aussi qu'il faut que les gens se retirent de l'idée que les trains déportés sont partis d'ici, ce qui serait d'autant plus attristant vis-à-vis de nous qui travaillons tous les jours. Par contre, les déportés sont revenus gare de l'Est. On a des images avec la Croix-Rouge qui était présente. Et là, c'est un grand bonheur, ce fut un grand bonheur pour eux. Et c'est quand même plus honorifique pour nous d'avoir ce côté d'histoire quand même. Dans le hall de la gare de l'Est à Paris, en présence de personnalités du gouvernement, des syndicats de la Fédération nationale des cheminots et du directeur général de la SNCF, a lieu une manifestation à la mémoire des victimes de la guerre. Dans un silence recueilli, la première plaque voilée de tricolore est découverte. Elle rappelle le départ forcé des martyrs de la déportation allemande. La seconde plaque commémore le retour des prisonniers et des rescapés des bagnes d'Outre-Rhin. Retour tant attendu par des milliers de familles françaises, dont beaucoup n'ont pas eu la joie de retrouver l'être cher à jamais disparu. Dans un bunker, il n'y a pas d'échange physique avec l'extérieur. On pourrait comparer cet édifice à un sous-marin. La mise en place d'un système de ventilation a donc été nécessaire pour permettre l'arrivée d'air et l'étanchéité du bâtiment. Ce système fonctionne en cycle fermé, avec un vélo qui actionne la ventilation à travers un absorbeur de CO2. Ce système permet de préserver l'air dans cet espace étanche. Ces vélos sont d'origine et fonctionnent encore au cas où le système de ventilation automatique tomberait subitement en panne. Démonstration. C'est un très bel exercice. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on ouvre le bunker tous les matins à nos agents pour venir pédaler un peu. Et ceci permettrait de perdre quelques kilos. Tous ces systèmes de manettes qui permettaient d'ouvrir, fermer les vannes. Le pourquoi justement de cette étanchéité, et ce qui explique aussi la construction du bunker. Là, on a son train téléphonique en lui-même, où on a effectivement les sorties publiques et le réseau interne. Donc ce qui est quand même intéressant, ils avaient quand même tout prévu, quoi. Il y a encore quelques temps, ce téléphone moderne avait un numéro au sommet, donc on se disait, bah, tiens, c'est bien, si j'ai un problème, j'appelle. Mais il a été déconnecté, on était obligé de faire de la place dans nos réseaux téléphoniques pour alimenter d'autres réseaux. Il n'y a plus de téléphone et le portable ne passe pas. Le bunker de la gare de l'Est garde bien des secrets sur son histoire. Mais en parcourant ce lieu chargé d'émotions,
on devine les hommes qui ont traversé ces couloirs et les guerres. Notre parcours s'achève dans le 14e arrondissement, sous l'hôpital Cochin. Après une longue descente, nous découvrons les carrières de la ville de Paris. À partir du XIIIe siècle après Jésus-Christ, la construction de la ville de Paris s'accélère et le besoin de matériaux de construction se fait sentir. On choisit donc d'élargir l'exploitation des pierres au souterrain de la capitale. C'est donc des sous-sols parisiens que s'élèveront par exemple la cathédrale Notre-Dame de Paris et le non moins célèbre Château du Louvre. Cette carrière se trouve sous un hôpital, l'actuel hôpital Cochin. Mais auparavant, les terrains au-dessus, dès le XVIIe siècle, ont été occupés par des capucins, d'où ce mannequin qui représente un des moines capucins qui pouvaient éventuellement vivre en surface. Ces capucins, lorsqu'ils sont venus ici, ont découvert, enfin lorsqu'ils sont venus dans les terrains en surface, ont découvert qu'il y avait des carrières en dessous et ont fait quelques petites consolidations en pierre sèche au XVIIe siècle. Et bien évidemment, lorsque l'inspection des carrières a été créée, à la fin du XVIIIe siècle, l'inspection a consolidé le secteur, comme elle était en train de consolider tout ce qu'il y avait dans Paris, et a daté les travaux, a mis des plaques gravées pour se repérer par rapport à la surface, d'où, par exemple, cette indication, puits de service dans la première cour des Capucins. Un puits de service, c'est un puits qui sert pour le service de l'inspection des carrières. Effectivement, on se positionne par rapport à la surface, mais c'est aussi très important d'avoir ce genre d'inscription en dessous, puisque, par exemple, dans des courriers de Charles-Axel Guillaumeau, on va trouver des indications telles que aller chercher des terres pour combler la carrière ou aller chercher des matériaux pour faire des consolidations au pied du puits de service de la première cour des Capucins. Donc il faut que les ouvriers de l'inspection des carrières qui circulent en carrière et qui font les travaux en carrière, il faut qu'ils sachent à quel puits de service ils vont trouver les matériaux dont ils ont besoin. Un numéro, une initiale, une année. Le numéro indique le numéro d'ordre du pilier qui a été créé. Par exemple, cette pierre provient d'un pilier qui était le 21e, qui avait été édifié sous l'inspectorat de Lorieux en 1853. Et pendant la Révolution française, par exemple, on voit là-bas 14B, 4R, pendant la Révolution française, on s'est mis à compter à partir de 1792 en année républicaine. Donc par exemple, la pierre qui est au fond, c'est la 14e, elle est extraite d'un pilier qui était le 14e fait sous Brasles pendant la 4e année de la République. En 1777, l'inspection des carrières est créée. En 1729, 50 ans avant, on a pour la première fois l'idée de mettre aux encoignures des rues les noms que l'on avait déjà reportés sur des plans, mais on n'avait pas eu l'idée de les mettre dans les rues. Donc pour se déplacer, les personnes étaient obligées de demander à d'autres individus qu'ils croisaient dans la rue où se trouve telle rue, parce que ce n'était pas marqué. Donc 1729, on met aux encoignures des maisons les noms de rues. Donc en 1779, le premier système de numérotage qu'on a créé, c'était un système dit de choc en retour. On partait d'une extrémité de la rue, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y avait pas de séparation pair-impair, et arrivé à l'autre extrémité, 11, 12, paf, on traversait 13, 14, 15. Et on descendait, donc on avait le plus grand numéro en face du plus petit. Donc c'est un système donc, dit de choc en retour, mais comme il a été créé en 1779, que c'était encore la royauté à cette époque-là, en 1791, on a voulu abolir tout ce qui venait de la royauté et on a supprimé ce système. Et ce qui fait qu'on a créé en 1805 le système de numérotage actuel, qui est pair, impair, séparé. On a pris comme référence la Seine. Les rues qui étaient perpendiculaires à la Seine, on a fait une croissance des numéros en s'éloignant de la Seine, puisque tu agrandis la ville par les faubourgs. Et pour les rues qui sont parallèles à la Seine, on a choisi arbitrairement le sens du courant comme le sens d'accroissement des numéros. Et ces rues parallèles à la Seine ont donc un sens d'accroissement en suivant le courant. Et ça fonctionne tellement bien que Versailles, qui a été numéroté peu de temps après, on a décidé l'avenue de Paris, ça sera comme la Seine, et on s'est référencé par rapport à l'avenue de Paris.
on a des petits dessins, comme ici un oiseau qui a un rameau, éventuellement on va dire d'olivier dans le bec. Mais surtout ce qui est important, c'est que le bec est dirigé vers un puits. Et il était de tradition, semble-t-il, que des oiseaux soient dessinés pour indiquer aux ouvriers le chemin, pas de la liberté, mais le chemin du retour à la surface, le chemin de la pause, le chemin du repos après un travail dur et laborieux, sachant que, bien évidemment, toutes ces galeries n'étaient pas éclairées avec autant de lumière qu'on peut les parcourir maintenant. On éclairait avec une chandelle que l'endroit où l'on était, donc on avait un petit halo lumineux. Les ouvriers ne voyaient pratiquement jamais le jour, surtout en hiver. Ils descendaient, il faisait encore nuit, ils remontaient, il faisait toujours nuit. Cet abbé Denis Cochin avait remarqué que les ouvriers carriers de l'inspection des carrières, quand ils avaient un accident, on les remontait en surface bien évidemment, on essayait de les transporter à l'hôtel Dieu qui était à 1 kilomètre d'ici. Et cette distance d'1 kilomètre était trop longue et certains ouvriers n'arrivaient pas vivants à l'hôtel Dieu. Et donc il a eu l'idée, l'abbé Jacques Denis Cochin, d'acheter en 1780 3 maisons entourées de terrains aux Capucins, sur lesquelles il a fait bâtir ce qui va devenir l'hôpital Cochin. Ces travaux ont duré jusqu'en 1782, donc ici nous sommes en pleine date de consolidation au moment des travaux du futur hôpital Cochin. 1782, c'est l'inauguration de l'hôpital qui deviendra Cochin par la suite. Et l'abbé Jacques Denis Cochin ne survivra qu'1 an à son œuvre, puisqu'il décédera, lui, en 1783. On découvre 2 autres inscriptions historiquement intéressantes. Rue de la Bourbe, côté du nord, donc sous le trottoir nord, de la rue de la Bourbe qui est devenue le boulevard de Port-Royal. Et nous voyons aussi un numéro 263. En fait, nous sommes sur le même côté que le numéro 270 où on a vu une fleur de lys qui a survécu miraculeusement. Et ici, même si on remettait du noir animal dans cette forme qui est grattée, on ne retrouverait pas la fleur de lys. Cette fleur de lys fait partie des 150 à peu près qui ont été retrouvées pendant la Révolution française et donc grattées puisqu'un décret demandait à partir de 1793 de détruire tous ces symboles séditieux de la royauté. Mais il y a aussi des plaques gravées qui rappellent des rues qui ont pu disparaître. Par exemple, ici, nous sommes rue des Capucins, côté du Midi, donc sous le trottoir sud. Mais cette rue des Capucins a été englobée dans l'hôpital Cochin. Elle n'existe plus en surface. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle la doublure topographique du Paris du XVIIIe siècle. Par exemple, on voit rue de Seine, côté du Midi. Il existe effectivement toujours une rue de Seine à Paris. Mais cette plaque vient du réseau du Jardin des Plantes. Et elle était sous la rue qui est devenue, de nos jours, la rue Cuvier. Et un des intérêts des sous-sols de Paris, c'est d'avoir des plaques de rue qui rappellent la topographie du XVIIIe siècle et d'avoir plein de vestiges qui rappellent des décisions administratives qui ont été prises, bien évidemment en surface, mais qui ont été appliquées sous terre, telles que la numérotation des rues, telles que la création du calendrier républicain, telles que la création du système métrique. Tout ça, on le retrouve figé en carrière, puisqu'on l'a gravé dans la pierre, j'allais dire, pour l'éternité. Notre visite des souterrains parisiens s'achève ici. Nous remontons vers la surface en laissant derrière nous les mystères de Paris.